l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler du quotidien. À quoi ressemble un quotidien avec un enfant qui a des besoins spéciaux? Et Vanessa et Mathieu Turpin, qui sont nos invités depuis le début de la semaine, vont pouvoir nous le partager. Alors, je le redis encore, vraiment merci d'avoir accepté de venir partager tout ça, parce que c'est aussi votre histoire à vous, votre histoire personnelle. Et je trouve ça super que vous puissiez mettre beaucoup de mots sur pas mal de choses. Et puis aussi instruire, parce que comme je disais, si on n'est pas concerné directement en tant que parent, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Mais je pense que même si, en tant que parent, vous n'avez pas d'enfants avec des besoins spéciaux, autour de vous, il y a des familles qui ont des enfants avec des besoins spéciaux, que ce soit dans votre famille, que ce soit à l'église. Et c'est toujours bon de pouvoir apprendre, de pouvoir savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, pour nous aussi avoir une attitude qui soit adaptée et une attitude aussi qui soit appropriée. Comprendre pourquoi certaines familles peuvent fonctionner de cette façon-là. Et parce que malheureusement, il y a beaucoup de préjugés, quelquefois beaucoup de pression aussi, mais on en parlera demain par rapport au regard des autres. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler du quotidien, parce qu'on a vu, on en a un petit peu parlé, on a parlé du diagnostic, cette grosse nouvelle qui tombe, qui chamboule pas mal de choses, les prises de décision, et après comment on se positionne au niveau de la foi, au niveau de la médecine, au niveau du naturel. Vous nous avez expliqué hier que vous avez mis en place un nouveau régime alimentaire qui, dans le cas de Kylian, a vraiment porté son fruit. Oui. Donc, je vous encourage à écouter l'émission d'hier pour découvrir comment l'alimentation a changé, votre alimentation a changé. Et donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? C'est ça, c'est beaucoup de grandes décisions, mais il y a aussi tout un quotidien à gérer jour après jour, heure après heure. Hier, Vanessa, tu disais qu'on planifie 3 mois à l'avance. Donc, dans ces 3 mois, il y a des journées. Et comment est-ce que on planifie ces journées? Comment on organise ces journées pour que ça se passe le mieux possible? Oui, c'est-à-dire que chaque domaine de la vie d'une famille est affecté. Pour certains, lorsqu'ils disent on va aller faire les commissions, les grosseries, il n'y a pas de problème, on saute dans la voiture, on y va. Lorsque tu as un enfant avec des besoins spéciaux, pour lui, peut-être ce sera agressif d'aller dans un magasin avec toutes ces lumières, ce bruit. Donc, il va falloir que tu adaptes, lui mettre peut-être un casque sur la tête, lui mettre de la musique dans les oreilles. Mais des fois, juste trouver des petits trucs pour adapter, pour que tout le monde ait une expérience beaucoup plus agréable. Ouais. Nous, on avait l'expérience, par exemple, lorsqu'on allait en vacances. Et puis ça, on a réalisé seulement plus tard. On a fait le lien beaucoup plus tard. Une fois, il y a eu beaucoup de vacances. Il y a eu plusieurs vacances. Oui, c'est ça. C'est quand on arrivait dans un endroit, il se battait pour savoir où est-ce qu'il allait dormir. Puis il fallait qu'il ait testé le lit tout de suite. Mais on n'a pas réalisé avant qu'on ait le diagnostic, vu qu'on l'a eu très tard, à 16 ans. Mais entre 6 et 16 ans, là, qu'on se posait des questions, chaque fois qu'on allait en vacances, fallait qu'il ait testé son lit tout de suite. Par exemple, on avait loué à un moment donné un bus camping, un gros bus camping. Il rentre dedans, on allait partir, et il était en train de démonter les banquettes. Fallait qu'il il fallait qu'il trouve son lit. Et Mathieu s'est fâché. Il a dit, mais c'est pas le temps, il faut qu'on mette les valises, il faut qu'on parte, c'est pas le moment de faire le lit. Et il démordait pas. On tournait le dos, il démontait les banquettes pour installer le lit. Mais c'est après qu'on a réalisé que oui, il nous a fait ça là. Il nous l'a fait dans une fois, on avait loué un bateau maison. Ouais. Et puis, vous louez des choses bizarres aussi. C'est ça. C'est une espèce de, tu sais, c'est bateaux qui flottent. Et puis il était rentré aussi, puis il démontait la banquette, il était en train de tester le lit, puis il fallait tout de suite. Mais après j'ai réalisé, j'ai dit, mais on est bête, on aurait dû penser. C'est la chose la plus importante pour lui, c'est sa sécurité, à savoir où c'est qu'il va dormir. Alors maintenant on le sait, donc quand on voyage quelque part, on prépare, on dit, il va y avoir 2 chambres, laquelle tu choisis, et on laisse aller tester son lit, puis... Ok, ouais. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui pourraient même sembler, si on ne sait pas, sembler être du caprice ou de la désobéissance. Exactement. Puis si tu sais que c'est un besoin fondamental d'être rassuré,
et non un caprice, comme tu dis, mais là, ça simplifie les choses. Pour certaines autres personnes, ce sera dans la voiture qu'ils vont trouver des petits trucs pour que ça aille mieux. Certains enfants n'aiment pas du tout être serrés avec la ceinture. D'autres, il faut qu'ils soient serrés avec la ceinture. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Soyons sensibles à la sensibilité de ces enfants-là, qui ont une sensibilité différente, une expérience différente. Et petite question, est-ce que si tu avais posé la question, si vous aviez posé la question à votre fils, mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Est-ce qu'il aurait lui-même réussi à en trouver la raison ou pas vraiment? Ou je sais pas, il aurait peut-être trouvé, j'ai besoin, je veux savoir, j'ai envie d'être dans mon lit, je veux comprendre, tu vois, peut-être pas, peut-être qu'il l'aurait verbalisé ou non, mais des fois c'est à nous de décoder. Tu vois, des fois dans des attitudes, puis laisser le Saint-Esprit nous le révéler aussi. En tant que maman chrétienne, on a à la maison, si vous êtes aussi chrétien renouvelé, on a cet outil du Saint-Esprit qui te dit, écoute, là, il y a peut-être besoin de quelque chose que tu n'es pas en train de lui fournir. C'est ça. Tu vois? Je pense que c'est ça, c'est de répondre à un besoin sans nécessairement toujours savoir c'est quoi le besoin. Puis je pense que c'est ça, ça m'a tellement surpris, surtout en bateau, je me rappelle, et tu sais, pour lui, c'était complètement sortir en dehors de sa zone de confort. Il y avait des vagues, je me rappelle, lorsqu'on est sorti, des grosses vagues, ça rentrait un petit peu. C'était assez intense. C'était catastrophique. Elle avait peur. Moi, j'avais l'expérience du bateau. Je disais, non, mais il ne faut pas t'inquiéter, c'est normal, on va s'adapter, tout ça, puis on va aller dans un endroit, il y a moins de vagues. Mais pour mon fils, qui était carrément en dessous de la table, en train de pleurer avec sa doudou, puis je dis, non, mais j'ai besoin d'un fils qui soit là. Papa, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin de... Tu veux que je fasse quoi? Mais lui, il était en dessous, en boule. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. C'est dans ces moments-là qu'on vient à l'émission de l'autre jour. C'est le pardon, quoi. C'est de dire, oh my goodness, il faut que je comprenne qu'il ne va pas réfléchir ou agir de la même façon. C'est ça. Et puis, on ne peut pas se comparer en tant que famille à d'autres familles. Non. Parce que la comparaison est très, très mauvaise. Et surtout pour des vacances, tu te dis, mes amis sont partis là-bas, ils ont fait telle activité. Puis des fois, on peut être limité. Nous, on a eu le bonheur de ne pas être trop limité parce qu'on a voyagé depuis qu'ils sont tout petits. On a pris l'avion. Ah oui, des fois, prendre l'avion, ce n'était pas évident. On avait donné un calmant, ça avait fait l'effet inverse, puis il tapait toutes les grands-mamans, il mordait les grands-mamans, les personnes âgées. Ouais, non, c'était pas... C'est un long vol? C'était un long vol, oui, pour l'Europe. C'était 8 heures, 8 heures de crise. C'est ça. Donc, tu vois, on aurait pu se limiter. Et il y a des familles qui vont être limitées, mais on peut choisir aussi des vacances qui sont adaptées pour toute la famille, que tout le monde ait du plaisir. Ça ne sert à rien, des fois, de se buter. Il faut faire... la différence entre je stimule mon enfant, je le pousse, puis je le mets dans des endroits tellement inconfortables que ça va ruiner l'ambiance familiale pour tout le monde. Il faut le dire, c'est que depuis, tu as repris l'avion quand même, que ton fils a repris l'avion et ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé, puis là, il aime prendre l'avion, il n'y a aucun problème. Mais là, je te parle, il avait 8 mois une fois, puis 18 mois. Ah oui. Il y a 18 mois, ça s'était très, très mal passé. 18 mois, ils sont plus des bébés que tu peux allaiter, endormir, mais ils sont encore pas raisonnables. Donc, l'hôtesse de l'air avait dû me prendre. Moi, j'étais en larmes, lui était en larmes, c'était la crise. Ah, OK. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu parlais aussi hier le fait d'aller chez des gens, de rendre visite, etc. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce que vous avez mis en place des choses pour que ça se passe bien? Parce que tu disais, la plupart du temps, finalement, ça se passait bien. Oui, ça se passe bien si les attentes sont claires. Donc, des fois, on ne peut pas se dire, OK, on va quelque part, on n'explique pas où on va, on n'explique pas les attentes, puis après on gronde parce que ça ne s'est pas bien passé. L'important, c'était de dire, OK, on va aller chez mes amis, tu te souviens, ils ont un fils, une fille, ils ont tel âge. Juste mettre en contexte l'enfant et puis donner les attentes. Vous mangez avec nous à table, tu te souviens, on est poli. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu dis j'en veux moins, tu vois. On répétait un petit peu le savoir-vivre, les règles de savoir-vivre, afin que ça se passe bien. Parce que c'est beaucoup plus facile de préparer, tout est dans la préparation, que dans l'intervention. C'est pour ça qu'on évite, en tout cas dans votre cas, vous évitez peut-être encore aujourd'hui les situations surprises. Là, au niveau de la spontanéité, c'est plus difficile. Ouais. C'est plus difficile. Je me souviendrai une fois, on a été chercher du poulet, tu te souviens, au Saint-Hubert? Ah oui.
pour faire de la pub pour Saint-Hubert, mais on est allé chercher un poulet, puis tu pouvais chercher famille, la boîte famille. Lui, dans sa tête, on allait chercher du Saint-Hubert et il avait vu que chacun pouvait avoir sa boîte, tu sais. Mais nous, dans notre budget, c'était la boîte familiale. Voilà, c'est ça. Donc, on est à la caisse. On partage. Il est grand, il est ado, donc il me dépasse, tu vois, il fait déjà 6 pieds. Et il est à la caisse, il dit, non, mais moi, je veux ma boîte à moi. Et la fille est à la caisse, une jeune fille, elle me regarde, puis je vois le désespoir dans ses yeux, ou je vois les questions dans ses yeux, et je lui dis, non, mais Kylian, c'est une boîte famille, ça veut dire, tout est dans la boîte, à la maison, je sortirai, je te mettrai ça dans ton assiette. Non, je veux ma boîte à moi. Et ça, c'est typique. Et la fille, avec son grand cœur, elle a compris la situation, elle a dit, oh, mais mon grand, il n'y a pas de problème, je peux te faire, je prends ta part, je la mets dans une boîte. Elle a réglé la situation, puis j'ai dit, génial. Tu vois, la fille, elle n'a pas dit, c'est le protocole, on met ça dans la boîte, voilà. Parce que pour une personne raisonnable, tu dis, mais non, Qui avait l'air tu comprends grand, en que tu plus. vas avoir le même montant de poulet, Oui. sauf que là, il est juste une unité. Voilà. On va partager à la maison, on Exactement. met ta portion. C'est quelqu'un de raisonnable, mais lui, c'est ça que c'est. Des fois, ça, je trouve que c'est l'aspect plus difficile de ne pas être capable de voir que c'est la même chose, mais différent. C'est juste le fait, c'est ensemble au lieu d'être séparés, mais ça va pour d'autres scénarios. C'est le même volume, sauf que c'est juste dans une grosse boîte, tu vois, C'est la présentation, c'est de dire, j'ai mon truc à moi. Et ça, c'est vraiment les petites situations du quotidien auxquelles il faut se préparer et qu'il faut savoir aussi surmonter les unes après les autres. C'est ça. Puis différemment, comment est-ce que nous, on est préparés, comment est-ce qu'on est reposé. Oui, j'allais dire reposer. On est capable de gérer ou non. Tu sais, j'aurais pu me fâcher, tu arrêtes ton cirque, on met ça dans une boîte. Puis là, lui, il peut être en crise ou il peut être pas bien ou devenir un petit peu agressif. Mais non, là, ça s'était bien passé. Mais tout est aussi dans la routine. Tu vois, on sait que la routine est bonne pour les enfants en général, mais des enfants qui ont des besoins spécifiques, elle est nécessaire. Elle est essentielle. Tu bouleverses la routine du sommeil, tu les couches 2 heures plus tard et le lendemain, c'est plus possible. Donc, pour nous, la routine, moi, j'étais vraiment fan du sommeil. Je te dis, ils se sont couchés à 7h30 le soir ou 19h30 pendant longtemps. Je pense qu'ils avaient encore 12, 13, même 14. Ils me le remettent encore dans le... Tu sais, ils me le renvoient. Ils disaient, tu nous couchais à 14 ans, tu nous couchais à 7h30. Mais il faut que tu comprennes. Après la journée... Tu étais fatiguée, OK? C'était comme le dossier classé, il est rangé, on fait autre chose. Tu comprends, dans le sens que c'était prévisible, l'heure du sommeil, puis ils étaient couchés, puis on pouvait passer aussi à autre chose, puis se reposer. Mais la routine est extrêmement importante, surtout pour des enfants sur le spectre autistique. Ça les rassure. Ça les rassure. Ça les rassure. La prévision et la routine les rassurent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les amener à se stretcher un petit peu, puis à avoir des choses qui les déstabilisent ou changer l'horaire, tout ça. Mais si on veut vivre longtemps, c'est bon de garder une routine. Parce que c'est là où, finalement, dans le cas de votre fils, il va être le plus tranquille, le plus épanoui et rassuré. Et c'est là aussi où vous pouvez maximiser vos moments de famille. Oui, absolument, absolument. Puis on a dû aussi, tu vois... regarder avec les choix qu'on faisait lorsqu'on voulait sortir. Tu vois, dans notre routine, il y avait des fois où on sortait, mais là, ça sort quand même de la routine. Même si on dit 1 fois par semaine, on sort. Bon, quel restaurant est-ce qu'on choisit? Eh bien là, on choisissait aussi en fonction du régime alimentaire. Tu vois, donc tout est affecté par l'enfant. Même si on garde sa routine, c'est des choses qu'il fallait considérer. Et comment au quotidien, vous avez réussi à vous adapter en fonction de son âge aussi, pour aussi développer l'autonomie? Parce que je pense que c'est facile de tomber dans une forme d'assistanat assez ancré et profond, parce que les enfants grandissent. Déjà, quelquefois, même quand les enfants grandissent et qu'ils n'ont pas forcément de besoins particuliers, on a tendance à les traiter un peu comme des bébés, etc. Mais on se dit, ah là, mon enfant a des besoins spéciaux. Comment est-ce qu'on fait pour jongler avec les deux? C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, ça c'est clair. Je pense aussi les différents tempéraments, tu vois, parfois elle va peut-être être trop protectrice. C'est là, moi, je suis comme non, faut le laisser. Moi, j'ai toujours fait exprès un peu pour le sortir de sa zone de confort. Souvent, à plusieurs reprises, je l'ai toujours dans ma tête, c'est comme non, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas suivre. Puis des fois, juste de forcer un peu quand même. Et souvent, il s'est adapté.
Puis le fait aussi qu'on n'a pas eu le diagnostic jusqu'à un âge assez éloigné, ça a permis aussi qu'on l'a forcé, dans le fond, de sortir de cette zone. Ouais. Mais c'est pas toujours évident parce que lorsqu'il sort de sa zone, c'est complètement... Mais si on le prépare, c'est dans la préparation qu'on dit, OK, on s'en va chez telle personne, comme tu dis, il va apprendre... Si tu te rappelles ce scénario-là, ça fait que souvent, c'était la préparation mentale pour lui de savoir que, OK, après l'Église, on s'en va pas à la maison, tu ne pourras pas jouer ton jeu tout de suite, mais on s'en va chez telle personne. C'est ça. Vraiment, il fallait qu'il sache de façon catégorique qu'est-ce qu'on faisait, genre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était au courant souvent de rien. Ah. Parce qu'à la maison, on discute des plans. Ma fille, elle entend qu'on a discuté, elle a entendu qu'on faisait quelque chose après. On ne s'est pas assis faire un conseil de famille en disant voici l'horaire de la journée, mais on en a parlé. Mais lui, il est dans sa bulle, il pense à autre chose, il n'a pas attrapé. Puis tout d'un coup, on sort de l'église, puis on dit ben oui, on va au resto. On en a parlé. Mais non, mais vous m'avez rien dit. Mais oui, mais tu étais là, on n'a pas fait ça officiel, tu comprends? Donc, il ne suivait pas toujours les horaires, puis des fois, il se sentait parachuté dans notre programme. Alors que oui, on en avait parlé, c'était peut-être de notre faute. On ne s'était pas assis clairement pour établir la semaine qui nous aurait évité certaines confrontations. Ça, c'est ça. C'est que là aussi, c'est d'être vigilant. Est-ce qu'il a reçu l'information? C'est ça. C'est toutes les informations qui passent un peu comme ça qu'on attrape. Là, il faut vraiment un vrai échange. Oui. On fait ça, comme ci, comme ça. Sinon, la conversation n'a pas existé. C'est ça. Dans le sens où, tu sais, quelqu'un de normal, il va capter des éléments, il va dire, OK, c'est vrai, demain, on s'en va. Mais sans nécessairement le confirmer les uns avec les autres, mais lui, il faut absolument s'asseoir et dire, non, demain, après l'église, ça finit à midi, à 1h, on va être là-bas. Ouais, mais à quelle heure je vais être de retour à la maison? Parce que lui, déjà, son horaire est bouleversé. Non, on va à 3h, tu vas pouvoir on va aller à la maison, tu vas pouvoir prendre ta douche, parce que lui, c'est routine, là. C'est comme, il rentre du travail, je me douche, je fais ci, je fais ça. Oui, je dis, mais tu te douches, mais il faut aller couper l'herbe. Donc, il va se doucher avant d'aller couper l'herbe. Il se douche avant parce que lui, c'est sa routine. Ça fait que moi, je dois des fois dans ma tête analyser ça puis dire, OK, pas grave. Logiquement, ça fait que le pire, c'est qu'il va prendre 2 douches à l'intérieur de 3 heures. Tu sais. C'est le pire qui peut arriver. C'est des éléments comme ça qui sont pas juste, on peut pas juste les changer. C'est comme il y a besoin de ça. Et toi, tu travailles beaucoup avec des listes aussi, Vanessa? Les listes. Les listes sont extraordinaires. Merci pour les listes. Parce que si j'écris une liste de choses à faire, de tâches, puis que je la pose sur la table là où il mange, parce qu'il mange toujours à la même place, il ne faut pas changer l'endroit. Des fois, on veut changer. Tu sais, non, laisse-moi m'asseoir là, c'est correct. S'il y a un invité qui s'assied à sa place, il va lui dire. Non, maintenant il sait. Mais tu vois qu'il y a comme... Malaise. Mais les listes, je fais la liste de tâches, la pose, il va lire sa liste, il va peut-être essayer de négocier 2-3 points, mais si c'est sur la liste, il les fait. Okay. Si moi, je l'ai dit oralement, il va négocier, mais non, mais pourquoi? Mais si c'est sur la liste, je suis détachée de la liste, moi, c'est sur la liste, c'est pas de ma faute, c'est sur la liste. Ouais, tu comprends? Ça a l'air un peu... Ça, c'est quelque chose, des fois, de dire, non, mais viens faire ça, viens faire... Je dis, la liste. Ah oui, c'est vrai, la liste. C'est la liste. C'est qu'on revient toujours à la liste parce qu'il va... Mais tu vois, c'est ce concept de travailler autour de... qui va pas le faire s'il n'y a pas la liste ou il va plutôt répliquer, il va s'opposer, tandis que pour lui... Et là, du coup, c'est à vous d'accepter, de se dire, on utilise la liste, même si je peux le dire et que... Il pourrait le faire, mais plutôt que rentrer dans des conflits sans fin, on utilise la liste qui est un outil qui fonctionne extrêmement bien. Du coup, peut-être, petite question qui peut sembler un peu stupide, mais est-ce que Kylian participe aux tâches ménagères? Oui, c'est sur la liste. C'est sur la liste. C'est pas sur la liste. Alors, c'est sur la liste, puis justement, avec les périodes, tu vois, avec la pandémie, alors, tant qu'il y avait du travail d'école, il y avait certaines tâches. Et puis, à un moment donné, quand il était entre l'école puis le travail, puis qu'il ne travaillait pas, donc là, on avait des listes plus grandes d'entretien extérieur, etc. La vaisselle, la cage du chat, certaines tâches ménagères, sa chambre, il fait sa lessive, on a commencé ça. Ah ouais, quand même, il a un programme chargé, il a fallu que, pendant la pandémie, on trouve des moyens
de lui enseigner l'autonomie. Oui. J'ai dit, c'est pas vrai, on a régressé un petit peu pendant la pandémie. Hein. Moi, je trouve qu'il avait régressé un petit peu parce que la première année avant la pandémie, il était au collège tout seul, prenait l'autobus, comme j'en avais parlé, cherchait sa classe et tout ça. Puis là, il avait pris de la maturité. On dirait même qu'il marchait plus droit, il était fier de lui. Et tout d'un coup, parachuté en pandémie. Alors là, le matin, quand il se lève, il comptait sur nous. Là, il fallait qu'il aille prendre son cours. Il allait en bas, mais d'un coup, il regardait son cours, mais il changeait d'écran, puis il y avait un programme informatique de l'autre côté. Puis on a dû mettre une caméra là pour être sûr qu'il fasse son cours. Je ne sais pas si tu imagines l'ambiance en pandémie. Nous, on est en haut en train d'essayer de faire gérer l'église, travailler, faire des lives. Lui est en bas pour mettre une caméra, s'assurer qu'il est sur son cours, pas en train de jouer des jeux vidéo. Donc, tu vois, le fait, ça a régressé un petit peu sa maturité. Il y a plusieurs parents qui ont vécu ce genre de défi. C'est ça. Et puis, il a fallu mettre des systèmes en place. Et puis, maintenant qu'on sort de la pandémie, là, il faut de nouveau le repousser. Le repousser à travailler. Maintenant, il travaille finalement depuis une semaine, officiellement, il travaille à plein temps après avoir fini son collège. C'est un gros changement aussi. Oui, beau changement, gros changement. Il travaille 45 heures semaine. Donc, c'est beaucoup. Oui. C'est légal, vous inquiétez pas, d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Il travaille, mais moi, il est occupé. Puis là, j'ai revu cette fierté d'avoir son travail, cette maturité de dire, je suis un homme, je suis capable de travailler. Ça le valorise. Faire son lunch. Mais pendant la pandémie, on lui a appris à cuisiner. Tout ce que je cuisinais, je voulais qu'il soit à côté de moi, puis qu'il soit capable de le reproduire. Donc, il ait 1 ou 2 repas qu'on cuisinait ensemble par semaine. Puis après, j'essayais de lui le faire refaire par lui-même. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce que vous avez établi et ce que vous avez transmis à votre fils, je me dis, en fait, même dans des familles où les enfants n'ont pas de besoins spéciaux, le standard n'a pas été mis à ce niveau et on peut être parfois négligent dans différents domaines de l'éducation, puis laisser aller beaucoup de choses et pendant le temps de pandémie, laisser aller beaucoup de choses. Il y a des scolarités qui ont glissé et le fait d'avoir été conscient que vous aviez un fils avec des besoins spéciaux, vous êtes toujours resté vigilant et c'est pour ça que je trouve que tous les conseils même que vous donnez et tout ce mode d'éducation, c'est des choses quelquefois on peut vraiment être passif avec nos enfants parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas de besoin. Et du coup, de se dire, attends, Vanessa et Mathieu, ils ont mis ce système en place, leur fils avait des besoins spéciaux, c'est vrai, mais du coup, ça vous a comme éveillé constamment et de se dire, moi, mes enfants n'ont pas de besoins spéciaux, mais finalement, ils ont besoin plus de moi, ils ont besoin que je mette en place des systèmes pour qu'ils fonctionnent mieux. Et il y a peut-être même des choses, vous avez entendu, vous vous dites, mais parce que mon fils, ma fille a des besoins spéciaux, et c'est juste une question d'ordre et d'organisation, de discipline que vous devez instaurer dans votre maison. Et je veux vous encourager à reprendre les conseils qui ont été donnés par rapport à ce quotidien et par rapport à ces standards, par rapport aux demandes, à l'autonomie, qui sont des bonnes choses pour tous les enfants. Oui. Mais nous, on se disait, si on veut, un jour, on veut qu'il puisse être autonome totalement, puis vivre par lui-même dans son appart, il faut que ça commence quelque part. Et le fait qu'on était à la maison en pandémie, avec plus de temps, on s'est dit, on prend le temps de le former. On prend le temps de lui apprendre à faire sa lessive, on prend le temps de... Alors, c'était rigolo, on a fait pour ma fille en même temps. Puis on a passé moi, j'ai fait la lessive aux 2 semaines, là. Ah ouais. Du coup, notre lessive, on s'est racheté, hein. On fait la lessive aux 2 semaines. C'est beaucoup moins intense. On s'est racheté des bas puis des petites culottes, puis on fait la lessive aux 2 semaines. On s'est simplifié la vie. Mais dis donc, ça a vraiment... Et là, tout le monde se dit, mais c'est incroyable. Mais c'est pas du tout européen, je trouve, par contre, de laisser ses enfants faire la lessive. Ah ouais? Non, je sais pas. Mais tu vois, ils ont 19 et 21 ans, donc... Moi, j'ai fait ma lessive quand j'avais 17 ans, mais c'est parce que je m'étais plainte, là. C'était pas fait comme je voulais. C'est surtout ça. Et donc, il y a vous avez parlé des listes, des routines. Oui. Et est-ce que ça, c'est des choses, vous vous êtes renseigné pour mettre en place les listes et tout ça? Est-ce que c'est des listes un peu toutes faites, des systèmes un peu tout faits? Tu as parlé tout à l'heure de demander au Saint-Esprit de pouvoir diriger dans certains points. Mais est-ce qu'il y a quand même des bases dans les listes, des choses qui se ressemblent?
tu prends un morceau de papier et tu écris très simplement les choses qui doivent être faites pour la journée. Et puis, après, tu coches. Puis c'est rigolo parce qu'il me coche chaque chose qui est faite. Donc, il y a une fierté dans l'accomplissement des tâches. Donc, c'est un système que j'avais vu, certainement, j'avais dû lire ça dans un livre ou que ça pouvait aider. Mais ça aide pour les maris aussi, les listes. Hein? Ouais, de toute façon, je me disais, si ça fonctionne pour les maris... On dira les listes. C'est même été applicable à nous. Oui. Un autre aspect, par exemple, qu'on pourrait peut-être toucher aussi par rapport au quotidien, c'est la vulnérabilité de ces enfants-là. Oui. Par rapport en ligne, tu vois, parce qu'on dit que des fois, il y avait des contacts, des fois en ligne, ils se faisaient des amis, tout ça, puis ils jouaient des jeux, puis communiquaient avec les amis. Oui. C'est que nous, on a dû apprendre aussi que pour eux, pour lui, tout le monde était des amis. Tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. Alors là, on a dû expliquer que non, il y a des gens qui sont pas gentils, qui peuvent être mauvais ou avoir mal intentionnés. C'est ça. Puis lui expliquer, puis tu sais, même moi, de comprendre que pour lui, il n'y a pas de niveau, OK, c'est une connaissance. OK, ça s'en vient proche de l'amitié. Après ça, c'est des degrés d'amitié. Ouais. Puis pour lui, tout le monde était ami. Ça fait que, il y avait soit on ne se connaît pas, soit on est amis. Voilà. C'est ça, soit on ne se connaît pas. Ça, c'est mon meilleur ami. Quoi. Je suis comme, non, mais Kylian, tu ne connais pas la personne en ligne. Oui, mais il veut... J'ai donné des informations où j'habite. Sauf que... Ça, au quotidien, ça a été tout pendant quelques années de lui faire comprendre, mais tu ne sais pas... Il est juste en train de t'écrire. Ça peut être un homme de 60 ans qui a des problèmes, je ne sais pas. Il disait non, il a 15 ans. Non, il a dit qu'il a 15 ans. Mais comment tu le sais? Il l'a écrit. Il dit, parce qu'il me l'a dit. Et là, comment on désamorce, par exemple, ce genre de situation qui a un potentiel quand même dangereux? Comment on peut désamorcer puis créer, le responsabiliser par rapport à ça? Comment vous avez fait? Comment est-ce qu'on a fait? Je pense que c'est de s'asseoir puis lui expliquer. On a fait un dessin des niveaux déjà d'amitié. Les cercles, le cercle d'amitié. Le cercle d'amitié. Les degrés, ça c'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça c'est quelqu'un que je connais bien, ça c'est devenu mon ami, c'est devenu mon meilleur ami. C'est ça. Ou bien c'est dans ma famille, tu vois, il y a différents niveaux. Alors, on a expliqué si on a fait un dessin. Mais après, c'était de mettre l'ordinateur dans un endroit qui est public ou proche, tu vois, qu'on puisse jeter un coup d'œil. Et puis, entendre aussi la voix de ceux avec qui il parle. Pour 15 ans, si le jeune est bien mature. Tu comprends? Ça n'a pas toujours été... Définitivement, au quotidien, ça a été des challenges. Oui, ça a été un défi au quotidien. Puis... je pense qu'aussi, comme tu disais, comment est-ce qu'on gère un enfant au quotidien? Il y a tout l'aspect du proche aidant, qui est toi et moi, le proche aidant, là, qui doit prendre soin de soi. Parce qu'on peut être accablé par un symptôme qui s'appelle la fatigue de compassion et on peut complètement se brûler. Et puis c'est une érosion émotionnelle et physique profonde qui prend place lorsque les personnes qui aident ne sont plus capables de se régénérer et de se ressourcer. Alors ça, dans la routine, il faut qu'on puisse prendre soin de nous, puis on l'a appris un petit peu à nos détriments. Moi, j'ai 2 fois, j'ai failli le burn-out ou la fatigue de compassion frôler, où tu donnes tellement, et si tu te ressources pas, si tu trouves pas un hobby pour toi, quelque chose qui te fait du bien, qui t'épanouit, eh ben, tu n'as plus l'énergie. Tu n'as plus l'énergie, puis tu es sur la réserve. Tu donnes juste ta réserve. Et puis, comme vous l'avez partagé aussi, en parlant de votre fils, il est très sensible par rapport à ce que vous-même vous ressentez. Et du coup, une des façons de pouvoir bien l'aider et d'être efficace, c'est que vous-même, vous soyez épanoui, que vous soyez opposé. Mais c'est sûr que quelquefois, ça vient en dernier sur la liste. Exactement, sur la liste. C'est vrai, c'est vraiment le dernier truc qui n'est pas coché. Alors, on vous encourage à prendre ce temps. Et je crois que cette parole parle vraiment au cœur de quelqu'un. D'une maman, vous avez besoin de vous reposer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous allez vous rendre service, mais vous allez rendre service à votre enfant pour pouvoir encore mieux l'aider, encore mieux l'accompagner. Et encore merci beaucoup à vous deux. Puis on va se retrouver demain. On va parler du regard des autres, notamment en tant que chrétien. Quelquefois, c'est pas facile. Il peut y avoir pas mal comme on en a parlé, de préjugés. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et on va se retrouver, donc, comme je l'ai dit, demain dans Parole de Femme.